Donc, mon intervention s'intitule « Garçon sans teraflop, s'il vous plaît ». Un des buts étant de vous montrer qu'une des choses qu'on peut amener dans le HPC, c'est la facilité à laquelle vous pouvez y accéder et la rapidité avec laquelle vous pouvez y accéder. Une petite présentation peut-être en préambule. Donc, je suis Arthur Petitpierre, je suis Solution Architect spécialiste sur la partie HPC. Mon rôle est d'accompagner nos clients sur l'approche du monde HPC sur AWS. Je travaille un peu partout en Europe et j'accompagne nos équipes de SA et de commerciaux sur l'ensemble des workloads HPC. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins, à discuter avec vos account teams pour me faire intervenir. Alors, je vais vous commencer cette présentation par peut-être par l'axe habituel des présentations HPC, qui est de vous parler de hardware. Une présentation HPC, ça se fait toujours en parlant de hardware. Et on discutera de si c'est le meilleur axe ou pas le meilleur axe. Vous avez peut-être su, on a annoncé lundi la disponibilité d'une nouvelle instance, qui s'appelle le C5, qui est la dernière génération de nos instances compute intensives, qui est notre première instance à base de processeurs Skylake. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà installé du Skylake chez eux. Cette instance est donc notre première basée sur du Skylake, avec une fréquence de 3 GHz, avec un turbo boost à 3.5. Elle est basée, vous l'avez peut-être entreaperçu dans les annonces, sur une nouvelle couche de virtualisation. On communiquera beaucoup plus sur ce qu'il se passe à l'intérieur de cette couche de virtualisation durant reInvent. Je rêverais de vous en parler. Pour le moment, c'est encore un petit peu sous embargo. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe autour de cette nouvelle couche de virtualisation. Les annonces de reInvent seront très probablement fort intéressantes. Dans les diverses améliorations, on a équipé cette machine d'un plus grand nombre de corps que l'instance précédente. Donc la machine précédente dans ce segment-là était le C4. Le C4 était une machine à base de processeurs Haswell avec 36 cœurs, donc 18 cœurs 9 cœurs par socket. Et cette machine-là, à base de Skylake, est donc une machine avec 36 cœurs au total, 18 par socket. À la différence de la génération précédente, grâce à cette nouvelle couche de virtualisation, on met à disposition des utilisateurs l'ensemble des cœurs qui sont présents sur la machine, là où sur les générations précédentes, on utilisait un certain nombre de cœurs pour la couche de virtualisation. Donc on maximise l'utilisation que vous pouvez faire de cette instance-là. On a également amélioré la couche réseau de cette machine, donc elle dispose maintenant d'une interface. Je vais parler essentiellement dans sa plus grande taille, hein, le reste ne sont que des subdivisions. Dans sa plus grande taille, elle dispose d'une interface réseau à 25 gigabits par seconde. Donc ça, c'est l'interface dont vous disposez pour faire les communications de vos codes. Et d'une bande passante dédiée vers EBS, donc la partie stockage bloc, de 9 gigabits par seconde. On a également un petit peu augmenté la quantité de mémoire par cœur disponible sur cette machine-là. La précédente était à 3,33 et on a maintenant 4 gigaoctets par cœur. Évidemment, si vous avez besoin de plus de mémoire par cœur, on dispose également d'instances avec plus de mémoire par cœur. Et on s'apprête également à introduire de nouvelles instances avec plus de mémoire, également sur base de processeurs Skylake. De mémoire par cœur au total? Alors, cette instance-là, c'est une instance avec 144 Go de mémoire par instance. On dispose d'instances à 4 Tera de mémoire. En revanche, ces instances-là ne sont pas des instances bisocket, c'est des instances quad socket qui sont plutôt ciblées pour des workloads de type SAP, grosse base de données, que pour des workloads HPC. Tera, vous voulez dire? Oui, non, on ne prévoit pas d'avoir des machines, en tout cas pas dans la roadmap à court terme, d'avoir des machines avec plusieurs Tera de mémoire sur des bisockets comme celle-là. On ne le prévoit pas également parce que ce n'est pas une demande qu'on rencontre beaucoup. Si j'en ai la demande, je me ferai un plaisir de remonter ça à nos équipes de service. Ce n'est pas des demandes courantes.
OK. Autre instance que nous venons d'annoncer, le P3, qui est donc notre première instance à base de GPU Volta, qui est la dernière génération de GPU NVIDIA. Donc on passe du P2, qui était une instance à base de Kepler, avec jusqu'à 16 GPU Kepler, à une instance à base de GPU Volta, qui elle comportera jusqu'à 8 GPU Volta, un petit peu moins de 500 gigas de mémoire par nœud, et là aussi notre nouvel interconnect à 25 gigabits par seconde, et une forte bande passante vers EBS. Ça, c'est un petit peu la manière classique de vous faire une présentation HPC. Et ce type de présentation est toujours rigolo parce que en fond de salle, j'ai toujours des questions que les gens n'osent pas poser, qui peuvent être du type c'est quoi un teraflop? Le C5 là, c'est une machine à 1,7 teraflop, c'est quoi un teraflop? Ou vous avez parlé de vCPU, de core, d'hyperthread, c'est quoi? Et puis des fois, j'ai quelqu'un au fond de la salle qui se dit mais le NVLink 2.0 du P3, ça va vraiment me rendre plus innovant tout ça? Et il y a une raison à ça. C'est parce que quand on achète une machine de calcul, et il y a quelques années, quand j'étais un jeune ingénieur pre-sales, un vieux commercial m'a expliqué ça, c'est qu'on vend du rêve quand on vend une machine. Et donc, on rêve tous d'acheter ça. Alors, on m'a dit dans le fond qu'on était à Paris. Alors, ce n'est pas très compatible. On peut aussi rêver d'acheter ça. Donc, ça, c'est approuvé par la mairie de Paris. Vous pouvez y aller. Alors que, des fois, ce dont on a réellement besoin, ben, c'est plutôt ça. Et potentiellement, c'est plutôt d'en avoir beaucoup, des comme ça, et facilement. Alors, en version approuvée par la mairie de Paris, on a aussi celui-ci. Et vous pourrez remarquer que celui-ci transporte beaucoup de données. C'est un Snowball Edge. Je pense que c'est le vélo avec la plus forte capacité de stockage que l'on pourra croiser. Alors, la raison pour laquelle on veut tous acheter une grosse Ferrari rouge, c'est pour que derrière, on puisse faire ce genre de publication. Parce que le HPC, c'est un outil, mais c'est aussi un outil de communication fort. Et c'est une manière de montrer l'engagement qu'on a dans une démarche de R&D, dans une démarche de recherche, dans un commitment fort sur le fait de disposer des meilleurs outils. Et que si demain vous expliquez à votre patron ou à la presse « moi j'ai tant de ressources dans AWS », on ne va pas en faire la une des journaux, parce que tout le monde s'en fiche. En revanche, si vous êtes capable de dire bah, « j'ai installé une grosse machine », ça a été difficile et j'ai mis longtemps à l'acquérir et elle est vachement bien, elle est 4 fois plus puissante que la précédente. Ça on peut tweeter avec ça. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est pas tant le fait qu'on puisse en parler et qu'il y ait des gens pour relayer l'information, mais il y a un détail qui m'a intéressé sur cette annonce-là en particulier. 12 mois. Le projet réalisé en 12 mois. 12 mois pour installer une machine. Vous mettez combien de temps pour installer vos machines quand vous en faites l'acquisition? Entre le moment où vous décidez d'acquérir une nouvelle machine et le moment où elle est en production. Ah, vous êtes probablement à peu près dans ces eaux-là. Il m'est arrivé dans un rôle précédent d'avoir la responsabilité de la livraison des machines chez un constructeur. Et c'est pas complètement faux, hein. Alors, j'ai fait 2-3 petites recherches sur le sujet et je suis tombé là-dessus. Donc ça, c'est un extrait d'un papier édité par Price qui regroupe un certain nombre de bonnes pratiques à l'attention des centres de recherche relatifs à la manière d'acquérir des moyens de calcul. Alors, dans les recommandations éditées par Price, il y a un certain nombre de méthodologies sur comment acquérir une machine de calcul, et notamment 2-3 indications sur le temps nécessaire pour les avoir. Donc, il est indiqué qu'il est habituel de procéder à plusieurs rounds de négociations avec les fournisseurs, et que
un processus typique peut prendre jusqu'à plusieurs années, 4 ans, on parle ici, démarrer l'appel d'offres et puis ensuite avoir un dialogue compétitif qui prend au moins 1 an et ensuite une mise en production qui prend encore un certain temps. Alors, la mission de Prace, elle est intéressante. La mission de Prace, c'est de permettre à la recherche d'avoir un fort impact scientifique et d'aider à la découverte. C'est intéressant, mais j'ai peur qu'avec des méthodologies comme ça, ce ne soit pas forcément ce qui accélère le plus la recherche. Alors, pendant ce temps, le temps que ces gens passent à acquérir des machines, il y a des gens qui choisissent des voies différentes et qui font de la recherche. Et qui notamment en font sur AWS, où ils ont la capacité à, en fonction de là où ils en sont dans leur processus de recherche, disposer de ressources au moment où ils en ont besoin et à l'échelle à laquelle ils en ont besoin. Donc récemment, nous avons communiqué sur un processus de recherche mis en place à l'hôpital de Philadelphie, dans lequel, en partenariat avec l'un des partenaires d'AWS, Edico-Génome, ils ont procédé à l'analyse de 1000 génomes de 1000 génomes sur des instances F1, qui sont nos instances équipées de FPGA. Je pourrais vous en dire plus suite à la présentation si ça vous intéresse. Et sur ces instances équipées de FPGA, ils ont procédé à l'analyse la plus rapide à cette échelle-là qui n'avait jamais été réalisée. Et ce centre de recherche, évidemment, ne fera jamais l'acquisition de 1000 FPGA, enfin de 1000 instances à base de FPGA. Parce que dans leur manière de travailler au jour le jour, ils n'ont pas nécessairement besoin de cette capacité-là de calcul. En revanche, de manière ponctuelle, ils peuvent exécuter des pics de calcul à grande échelle sur des ressources. Une instance à base de FPGA, c'est une instance qui coûte relativement cher. Et autant ça ne serait pas justifiable de disposer de cette capacité-là de calcul en permanence parce qu'ils ne l'utiliseraient pas, autant de manière temporaire pour un projet de recherche, ils peuvent l'exécuter sur AWS. Un autre cas, l'équipe de recherche de l'université de Clemson a tourné il y a quelques mois une simulation à 1,1 million de vCPU. Alors pour répondre à la petite question de tout à l'heure sur la différence entre les vCPU, les cores et les hyperthreads, dans la communication produit d'Amazon, on parle de vCPU. Un vCPU chez Amazon, c'est un hyperthread. Donc c'est un morceau d'un cœur physique. Et on a 2 hyperthreads par cœur. En général, dans le HPC, on ne parle pas d'hyperthread, on parle de cœur. Divisez toutes les valeurs que vous trouverez sur AWS par 2, ça vous donnera le nombre de cœurs. Donc ce million de vCPU devient tout de suite un petit peu moins rigolo à 500 000 cœurs, mais ça reste un nombre intéressant. Sur ces 500 000 cœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé à des analyses de sujets pour faire du processing de langage naturel et faire avancer leur représentation des modèles associés à cette problématique-là. Le projet a été exécuté en utilisant le modèle de facturation SPOT, qui est un de nos 3 modèles de facturation d'instances de calcul. C'est quelque chose qui vous parle, nos modèles de facturation d'instances, ou vous êtes tout à fait nouveau? Bon, je vois pas mal de oui dans la salle, on ne va pas s'étendre. Donc ils ont utilisé le modèle SPOT. Cette étude a été réalisée sur une seule région. Ils ont utilisé une architecture dans laquelle ils ont utilisé à la fois un certain nombre de nos outils de gestion d'infrastructure, CloudFormation et ce genre de choses, ainsi qu'un batch habituel du monde du HPC, qui est Slurm. Et ils ont fait scaler leur étude jusqu'à 1 million de CPU. On peut faire des choses à grande échelle sur AWS. Vous allez me dire, et moi, à mon échelle, qui n'est pas forcément celle de 1 million de CPU, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez lancer un calcul de 100 teraflops. Je peux vous en servir un. Je vous en proposais un tout à l'heure. Et c'est intéressant de regarder les coûts
de cette volumétrie-là de calcul. Alors, 100 teraflops pour un week-end sur AWS en utilisant le marché spot. Alors ici, je prends une hypothèse de prix spot à 25% du prix du on-demand. Elle est légèrement pessimiste, on peut faire mieux, mais c'est à peu près ça. Je l'ai fait avec des instances de type C4. Et on arrive à 2,6 kg à peu près. Et on peut le faire en 10 minutes. C'est-à-dire mettre en place un cluster qui vous permet d'utiliser ça avec CFN Cluster. Vous pouvez le faire en 10 minutes. Pas en 12 mois, en 10 minutes. Alors là, c'est avec des CPU. Oui, c'est avec des C4. C'est avec 120 instances C4. Et si vous souhaitiez le faire avec des GPU, on pourrait le faire avec des GPU. En fait, on peut le faire avec n'importe quel type d'instance. Le choix du C4 était arbitraire parce que c'est celle qu'on utilise beaucoup dans le monde du HPC. Alors, elle est déjà fausse, évidemment. Je l'avais faite avant lundi. Avec le C5, on redescend encore un petit peu. Toujours avec CFN Cluster. Alors, CFN Cluster, qu'est-ce que c'est? CFN Cluster, c'est grosso modo un outil qui permet de créer dans AWS des calculateurs comme vous en avez peut-être à la maison, avec un node management, un job scheduler. Vous avez le choix duquel. On a pré-packagé cet outil-là. Alors, c'est un outil qui n'est pas un service AWS, c'est un code qui a été développé par des ingénieurs d'AWS et mis à disposition de la communauté, auquel vous pouvez contribuer, qui est basé sur CloudFormation et un certain nombre d'outils d'automatisation AWS, plus Chef pour toute la partie distribution de configuration. Et vous pouvez le customiser selon vos besoins et il vous crée, donc je le disais, un node management et un job scheduler. On doit avoir le choix entre Slurm, SunGrid Engine, OpenLava, on vient de l'enlever pour des raisons légales, et je dois avoir fait à peu près le tour. Ensuite, il vous permet de définir un pool de nœuds de calcul que vous allez prendre dans le type de facturation que vous voulez, soit on-demand, soit spot, de mettre à disposition un système de fichiers partagés pour ce calculateur-là, et d'exécuter des jobs, et puis éventuellement d'aller copier vos données sur S3 ou sur Glacier. Et on est dans une configuration qui est très proche de ce que vous connaissez aujourd'hui. Alors évidemment, 10 minutes, c'est un peu de la provoque. Oui, on met en place l'infrastructure en 10 minutes. Si vous souhaitez le mettre dans vos systèmes de production, de le mettre dans vos standards de sécurité, compiler vos applications pour vos utilisateurs, évidemment, je ne suis pas naïf, c'est un peu plus long. On peut aller un peu plus loin. On peut faire mieux que simplement répliquer ce que vous avez déjà sur site. On peut travailler différemment et on peut éventuellement faire du serverless HPC. Les gens du HPC, de temps en temps, regardent avec un peu de jalousie leurs copains qui font du web, parler du serverless, plein de nouvelles méthodes. Mais moi, pour le HPC, je fais comment? Ben, on peut aussi. On a tout à fait conscience qu'un des aspects pénibles, c'est toute la partie qu'on appelle heavy lifting. Tout ce qui consiste à mettre en place des ressources de calcul, installer un job scheduler, installer, diffuser des bases d'utilisateurs, gérer des permissions, déployer des nœuds. Alors on vous enlève déjà une partie de la pénibilité via un certain nombre de mécanismes, mais on peut aller encore un petit peu plus loin. Et c'est ce qui nous a mené à la conception de AWS Batch. Alors qu'est-ce que c'est AWS Batch? AWS Batch, c'est un outil où on va essayer de vous abstraire au maximum l'infrastructure pour vous laisser vous concentrer exclusivement sur votre code de calcul et ne faire plus que ce qui est peut-être votre métier primaire, qui est de faire de la simulation. Manager des machines de calcul, si vous n'en aviez pas l'obligation, est-ce que vous le feriez? Probablement pas. Si vos ingénieurs pouvaient se concentrer sur je fais mon maillage, je lance ma simu et je récupère mon résultat et je fais mon post-processing et je n'ai pas besoin de savoir sur quoi ça tourne et je ne veux surtout pas le savoir, potentiellement, ils seraient très contents. Et passer du temps à administrer des machines et à s'en occuper, ça ne fait probablement pas avancer vos processus de R&D.
C'est exactement la cible de AWS Batch. Donc AWS Batch s'appuie sur un mécanisme de gestion de conteneurs. Donc on utilise de manière sous-jacente, sans vous l'exposer, notre service ECS. Et on vous met à disposition un ordonnanceur qui va s'occuper de la distribution des calculs au travers de conteneurs sur des ressources que vous n'avez plus à gérer. Vous avez simplement le besoin de configurer un environnement d'exécution, c'est-à-dire de dire sur quel type d'instance vous allez vouloir vous exécuter, de définir un modèle de prix, savoir si vous voulez travailler sur du on-demand, sur du spot et comment vous allez bider sur spot, définir vos templates de job et ensuite les exécuter sur AWS Batch. Le service est complètement intégré dans AWS, donc contrairement à un mécanisme comme CFN Cluster dans lequel une fois que vous l'avez déployé, c'est un cluster sous Linux, comme vous en avez l'habitude. Dans le cas de AWS Batch, vous n'avez plus à vous poser la question du cluster. Vous êtes dans l'univers AWS, vous pouvez le gérer au travers des politiques de gestion IAM AWS. Vous pouvez facilement utiliser des rôles pour interagir avec S3, pour interagir avec DynamoDB. Et vous n'avez potentiellement même plus besoin d'aller gérer les utilisateurs Unix qui vont se retrouver sur le substrat sous-jacent. Et bien sûr, on s'occupe de toute la partie scaling des ressources. Évidemment, vous pouvez définir des planchers et des paliers. Ce n'est pas parce que vous utilisez AWS Batch que vous allez plus pouvoir maîtriser la taille des infrastructures sur laquelle vous allez exécuter vos calculs. Mais par contre, tout le provisioning, AWS Batch va le faire pour vous. Donc vous allez avoir une interface qui est très similaire à celle que vous avez dans une queue de soumission sur un batch sur une machine de calcul classique. En revanche, qu'est-ce qu'il se passe derrière? On s'en occupe pour vous. Et vous pouvez vous concentrer sur vos codes de simulation et l'obtention des résultats qui vous intéressent et plus le management d'une machine. Alors les teraflops finalement. Les deux, mon capitaine. On soumet des jobs qu'on a conteneurisés. Donc, on package le job sous forme d'un container. On assemble ça dans une description de job. Et ensuite, on soumet une instance de cette description. Donc, en gros, le modèle est très souple. Donc, vous avez la possibilité de définir ces paramètres d'entrée de la manière dont vous le souhaitez. Et ensuite, il peut aller chercher ses données d'entrée dans S3, chercher ses données sur EFS, là où vous le souhaitez. Il y a beaucoup de souplesse. Et il se trouve que le service n'est pas simplement ciblé à l'attention des gens qui font du HPC. On a des gens qui gèrent leur batch de tout type, qui font du redimensionnement d'images ou du traitement de vidéos au travers d'une interface comme celle-là. Donc, l'interface est peu contraignante, on va dire. Les flops, finalement. Vous le saviez probablement tous. C'était plus pour la blague. Je vous en sers combien? Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas.